Il existe des entreprises qui naissent d'une idée, d'autres d'un héritage. Et puis il y a celles qui naissent d'un mensonge si ancien, si parfaitement intégré, qu'il finit par devenir une institution. Quand j'ai commencé à enquêter sur le groupe Valenor, je ne cherchais pas un scandale. Je cherchais une date. Valenor est l'un de ces empires discrets que la France connaît bien sans vraiment les regarder. Énergie, infrastructure, logistique européenne, des contrats publics, des filiales à l'étranger, des milliers d'employés, une présence rassurante, presque ennuyeuse. Fondée officiellement en 1963 dans les archives, par un homme présenté comme un visionnaire industriel, Jean-Luc Moreau. Un nom parfaitement banal. Trop banal peut-être. Je suis journaliste d'investigation depuis assez longtemps pour savoir que les grandes histoires commencent rarement par une révélation spectaculaire. Elles commencent par une anomalie administrative. Dans le cas de Valenor, elle tenait en une phrase lue par hasard dans un rapport de conformité interne. Identité du fondateur reconstituée à partir de documents secondaires. Reconstituée. Pas vérifiée. Pas confirmée. Reconstituée. J'ai relu la phrase 3 fois, puis une 4e. Jean-Luc Moreau était partout, dans les brochures institutionnelles, dans les discours anniversaires, dans les portraits noirs et blancs exposés au siège du groupe, boulevard Haussmann. Un homme élégant, regard calme, costume sombre, toujours seul sur les photos, mais jamais jeune, jamais vieux, comme figé hors du temps. J'ai commencé par les bases, état civil, registre de naissance, archives départementales. En France, surtout pour quelqu'un né dans les années 1920 ou 1930, il reste toujours une trace, une mairie, un livret de famille, une mention marginale. Pour Jean-Luc Moreau, rien. Aucune naissance correspondant à la date officielle. Aucun acte de mariage. Aucun décès enregistré. Rien. J'ai d'abord pensé à une erreur de transcription. Un accent. Un second prénom oublié. Un homonyme. Mais plus je cherchais, plus le vide devenait précis. Il n'y avait pas d'absence floue. Il y avait une absence nette. Comme si quelqu'un avait pris soin de créer une identité fonctionnelle, sans jamais lui donner d'existence légale complète. À ce stade, je n'étais pas encore inquiet. Curieux, oui, intrigué. Après tout, la France d'après-guerre est pleine de zones grises, faux papiers, identité recomposée, passé volontairement effacé. Mais ce qui me troublait, c'était ceci. Jean-Luc Moreau n'était pas un homme discret. Il avait signé des contrats, ouvert des comptes, créé des sociétés, parlé à des ministres. Un fantôme n'est pas censé laisser autant d'empreintes. J'ai demandé un accès aux archives internes de Valenor sous prétexte d'un travail historique pour un dossier commémoratif. On me l'a accordé sans difficulté. C'est souvent mauvais signe. Dans les cartons, tout semblait parfaitement ordonné. Trop parfaitement. Les mêmes documents revenaient, toujours les mêmes copies, jamais d'originaux, actes notariés certifiés, par des études qui n'existaient plus, correspondances signées, sans en-tête officielle, photographies, jamais datées. Un décor cohérent, mais creux. Un ancien cadre du groupe, aujourd'hui à la retraite, a accepté de me parler. Il avait travaillé à Valenor dans les années 1980. « Jean-Luc Moreau » a-t-il répété. « Oui », il a hésité. « Je n'ai jamais vu cet homme. Vous étiez pourtant là bien après la fondation. » Justement, il était déjà une légende. Il m'a expliqué que, lorsqu'il était arrivé, Moreau était présenté comme retiré des affaires, puis, quelques années plus tard, comme disparu, jamais mort, jamais vivant. On disait simplement qu'il ne fallait pas poser de questions. À ce moment-là, quelque chose a basculé dans mon esprit. Je ne cherchais plus un homme, je cherchais une fonction. Jean-Luc Moreau n'était peut-être pas un fondateur. Il était peut-être un rôle, un nom-écran, une identité administrative destinée à absorber des décisions, des signatures, des responsabilités, sans jamais appartenir pleinement à quelqu'un. J'ai soumis mes premières conclusions à un spécialiste du droit administratif. Il a souri, incrédule. Créer une entreprise au nom d'une personne qui n'existe pas? Oui. Aujourd'hui, impossible. Mais à l'époque, il est devenu silencieux. Dans les années 60, avec les bons réseaux, et surtout avant l'informatisation, oui, c'était faisable.
C'est là que j'ai compris que cette histoire dépassait largement Valénor. Si Jean-Luc Moreau était un fantôme administratif, alors quelqu'un avait vécu, décidé et bâti un empire entier derrière ce masque. Et surtout, quelqu'un continue peut-être encore à s'en servir. À ce stade de l'enquête, une question s'imposait. Pourquoi créer un fondateur qui n'existe pas, alors qu'il aurait été plus simple d'en assumer un vrai? La réponse ne se trouvait pas dans les archives économiques, mais dans l'histoire politique de la France. Et c'est là que tout devenait dangereux. Il existe une illusion profondément ancrée dans l'imaginaire collectif, celle selon laquelle les grandes entreprises sont construites par des individus visibles, des fondateurs, des visages, des biographies. La réalité est souvent plus inconfortable. Dans certains cas, l'individu n'est pas le moteur du système, il en est le paravent. Pour comprendre à quoi servait réellement Jean-Luc Moreau, j'ai cessé de chercher qui il était. J'ai commencé à chercher ce qu'il permettait. Dans les archives de Valénor, un élément revenait avec une régularité troublante. Le nom du fondateur apparaissait systématiquement dans les décisions les plus sensibles, création de filiales à l'étranger, accords conclus dans des contextes politiques instables, montage juridique complexe, parfois à la limite de la légalité, mais toujours validé, toujours au nom de Moreau. Un juriste d'affaires m'a résumé le mécanisme en une phrase sèche. Un fondateur est une encre juridique et symbolique. Il m'a expliqué que, dans certaines configurations, le fondateur assume une responsabilité historique qui protège ceux qui viennent après. Ça, une décision contestable est rattachée à un fondateur visionnaire. Elle devient une trace du passé. Et le passé est difficile à juger. Un homme réel peut être convoqué. Un fantôme? Non. J'ai alors comparé Valénor à d'autres groupes français créés à la même époque. La différence sautait aux yeux. Ailleurs, les fondateurs avaient des héritiers, des conflits, des successions chaotiques. Chez Valénor, rien. Jean-Luc Moreau n'avait laissé ni enfant, ni veuve, ni testament. Il n'avait rien transmis, sauf une légitimité. En fouillant les archives politiques des années 60 et 70, un contexte précis est apparu. La France de cette époque est obsédée par une chose, la stabilité, décolonisation, crise énergétique, tensions sociales, menaces terroristes. L'État soutient discrètement certains projets industriels jugés stratégiques, mais il doit le faire sans laisser de traces visibles. C'est là que les entreprises paraprivées entrent en scène, et avec elles, des fondateurs utiles. Un ancien haut fonctionnaire, aujourd'hui très âgé, a accepté de me parler hors enregistrement. À l'époque, m'a-t-il dit, on ne cherchait pas des entrepreneurs. On cherchait des structures. Et les noms. Les noms sont interchangeables. Ce qui compte, c'est qu'ils tiennent. Je lui ai montré le dossier Moreau. Il a regardé longuement les documents. Celui-là, oui, il est bien fait. Cette phrase m'a glacé. Bien fait ne signifiait pas faux. Elle signifiait fonctionnel. Jean-Luc Moreau n'était pas une identité volée. Il était une identité construite, pas pour tromper le public, pour simplifier la gouvernance. Plus j'avançais, plus un schéma se dessinait. Derrière le fondateur fantôme, il y avait toujours un petit noyau d'administrateurs, des relais politiques discrets, des décisions prises collectivement, mais jamais signées collectivement. Moreau absorbait tout. Les choix risqués, les compromis, les zones grises. Il était le point fixe auquel on pouvait rattacher l'histoire officielle. Un ancien avocat du groupe m'a confié ceci. Vous savez pourquoi personne n'a jamais cherché à remplacer Moreau? Parce qu'il était irremplaçable. Un homme réel vieillit. Il parle. Il se défend. Un fantôme, lui, ne fait que persister. À ce stade, une question devenait inévitable. Si Jean-Luc Moreau n'avait jamais existé légalement, alors qui avait signé à sa place? La réponse n'était pas simple, car juridiquement, les signatures étaient valides. Les notaires n'avaient rien contesté. Les banques avaient exécuté les ordres. Ce n'était pas une usurpation, c'était une délégation silencieuse. J'ai fini par trouver un indice décisif dans un document rarement consulté. Un procès-verbal de conseil d'administration de 1972. À côté de la signature Jean-Luc Moreau, un paraphe apparaissait, différent, discret, toujours le même. Un paraphe d'exécutant, quelqu'un signait pour le fantôme. Et ce quelqu'un avait laissé une empreinte. Ce nom-là, en revanche, existait bel et bien.
et il apparaissait encore aujourd'hui dans l'ombre de Valinor. C'est à ce moment précis que j'ai compris que cette enquête ne portait plus seulement sur une identité fictive, elle portait sur une continuité de pouvoir, et sur la raison pour laquelle certains systèmes préfèrent être fondés par des hommes qui ne peuvent jamais tomber. Un pouvoir durable laisse toujours des traces, pas dans les discours, pas dans les biographies, mais dans les habitudes. Le paraphe que j'avais découvert n'était pas une signature complète, juste 3 traits anguleux, presque mécaniques, toujours identiques, toujours placés légèrement en retrait du nom de Jean-Luc Moreau, comme si l'auteur savait qu'il ne devait jamais être vu. J'ai confié le document à une spécialiste en graphologie judiciaire. Elle n'a pas cherché à identifier un individu, elle a cherché une logique. Ce n'est pas un geste personnel, m'a-t-elle dit, c'est un geste appris. Quelqu'un à qui on a enseigné comment disparaître derrière l'écriture. Cette phrase m'est restée en tête, disparaître derrière l'écriture. En croisant les documents internes de Valinor sur plusieurs décennies, une chose devenait évidente. Le paraphe apparaissait dans les moments clés. Fusion délicate, accord conclu sous pression politique, décisions prises en urgence, parfois en pleine crise. Puis à partir des années 90, il disparaissait. Non pas parce que le signataire avait cessé d'exister, mais parce que le système n'en avait plus besoin. C'est là que j'ai compris que Valinor n'était pas une entreprise comme les autres, c'était une architecture, une structure pensée pour survivre à ceux qui la dirigent, un modèle où les hommes sont temporaires et où l'identité fondatrice reste immuable. Le nom qui revenait en filigrane était celui de Paul Garnier. Officiellement, ancien haut cadre administratif, passé brièvement par plusieurs ministères, puis consultant discret. Officieusement, il apparaissait partout où Valinor changeait de dimension. Jamais au premier plan. Jamais dans les communiqués. Toujours dans les marges. J'ai tenté de le contacter, aucune réponse. J'ai alors compris que je n'avais pas affaire à un homme qui se cachait, mais à un homme qui avait appris, très tôt, à ne jamais apparaître. Un ancien collaborateur de Garnier a accepté de me parler, sous condition d'anonymat. Paul ne décidait pas, m'a-t-il dit. Il validait. Et dans ce monde-là, valider, c'est gouverner. Selon lui, Garnier faisait le lien entre 3 sphères qui ne se rencontrent jamais officiellement. L'administration, les intérêts industriels, les impératifs politiques, il traduisait, a-t-il ajouté. Il rendait compatibles des choses qui ne l'étaient pas. Je lui ai montré le paraphe. Il a pâli. Ça, c'est lui. Vous êtes sûr? Oui. Il signait toujours comme ça quand il ne devait pas exister. À partir de ce moment, tout prenait une autre dimension. Jean-Luc Moreau n'était pas le cœur du système. Il en était la façade. Paul Garnier, lui, était le mécanisme. Et Valinor n'était pas né d'une ambition individuelle, mais d'un compromis d'État. En remontant les archives parlementaires, j'ai trouvé des débats jamais médiatisés, des projets industriels évoqués, puis brusquement retirés des discussions publiques. Leur description correspondait exactement aux premières activités de Valinor, comme si l'entreprise avait absorbé des missions que l'État ne pouvait plus assumer ouvertement. Un professeur de droit public m'a résumé la situation avec une froideur désarmante. Quand l'État ne peut plus agir, il délègue. Et quand il délègue, il a besoin de structures qui ne posent pas de questions. Ni aujourd'hui, ni demain. Et le fondateur fantôme, ai-je demandé. C'est une solution élégante. Un point d'origine que personne ne peut convoquer devant un tribunal. Mais toute construction, même la plus sophistiquée, a une faille. Dans le cas de Valinor, cette faille portait un nom, la transmission. Car Paul Garnier vieillissait, et les générations suivantes n'avaient pas connu les règles implicites. Elles voulaient comprendre, justifier, documenter, exactement ce que le système ne pouvait pas se permettre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des signaux, des silences inhabituels, des rendez-vous annulés sans explication, des appels qui s'interrompaient brusquement. Quelqu'un avait compris que l'histoire du fondateur fantôme ne resterait pas confinée aux archives. La question n'était plus « Qui était Jean-Luc Moreau ?» La vraie question était devenue « Que se passerait-il si l'origine de Valinor cessait d'être un mythe fonctionnel ?» Car certains empires ne reposent pas sur des mensonges. Ils reposent sur des silences. Et ces silences, quelqu'un voulait désormais les préserver. Il y a un moment dans toute enquête où l'on comprend que la vérité existe déjà. Elle n'est simplement pas destinée à être révélée.
Ce moment est arrivé le jour où j'ai reçu un dossier sans expéditeur. Aucune lettre, aucune explication. Seulement une clé USB posée dans une enveloppe Kraft glissée sous la porte de mon bureau. À l'intérieur, des scans d'archives administratives classées, des échanges internes et un document central, un protocole, daté de 1978. Le titre était sec, presque banal, « Procédure de continuité juridique exceptionnelle ». En le lisant, j'ai compris. Valenor n'avait pas été fondée par un homme. Elle avait été créée comme une solution. Le protocole expliquait comment, dans des circonstances jugées sensibles, une entité privée pouvait être dotée d'une identité juridique complète sans que son fondateur ne soit une personne légalement vérifiable. Un nom pouvait exister. Une signature pouvait être reconnue, sans jamais être rattachée à un individu réel. Jean-Luc Moreau n'était pas un mensonge. Il était un outil administratif, un point d'ancrage fictif, permettant à l'État de déléguer, de contourner, de déplacer certaines responsabilités hors du champ politique direct. Tout était légal, tout était verrouillé, et surtout, tout était irréversible. Dans les documents, une phrase revenait souvent. L'identité fondatrice ne doit jamais être interrogée publiquement. Non par peur du scandale, mais parce que le système entier reposait dessus. Remettre en cause le fondateur, c'était remettre en cause la validité de milliers de décisions, de contrats, d'investissements. Un effondrement silencieux. J'ai demandé un dernier entretien à Valenor. Cette fois, ils ont accepté. Pas avec un dirigeant, pas avec un avocat, avec une femme. Elle n'a jamais donné son nom. « Vous avez compris », m'a-t-elle dit calmement. « Jean-Luc Moreau n'existe pas. Mais Valenor, si. » « Pourquoi maintenant ?» ai-je demandé. « Parce que vous êtes arrivé au bout. Et parce qu'il vaut mieux que quelqu'un comprenne plutôt que personne. » Je lui ai parlé de Paul Garnier. Elle a souri. Il n'a jamais été le maître du jeu. Il était le gardien des règles. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, le système n'a plus besoin de gardien visible. Avant de partir, elle m'a posé une question. Si vous publiez tout cela, qu'est-ce que les gens feront de cette vérité? Je n'ai pas répondu, parce que je savais déjà. Ils regarderont, ils douteront, puis ils continueront leur vie. Car certaines vérités ne provoquent pas de révolution. Elles révèlent simplement comment le monde fonctionne réellement. Je n'ai jamais publié l'intégralité du dossier, pas par peur, mais par responsabilité. Révéler l'existence d'un fondateur fantôme, c'était exposer une mécanique qui dépasse une seule entreprise. C'était montrer que parfois, le pouvoir ne ment pas. Il écrit des noms qui n'ont jamais eu besoin d'exister. Aujourd'hui encore, Valenor prospère. Ses dirigeants changent, ses stratégies évoluent. Mais au bas de certains documents internes, il arrive que 3 traits apparaissent, discrets, parfaits. Comme une signature qui rappelle que l'Empire, lui, n'a jamais eu de visage. Si cette histoire vous a fait regarder autrement les grandes entreprises, les archives et les noms que l'on ne questionne jamais, restez ici. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, parce que certaines identités sont construites pour durer, et certaines vérités attendent simplement que quelqu'un ose les lire. À la prochaine enquête.